Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence pour ce deuxième rendez-vous Shine Bright Lycée. Donc, je suis heureuse de vous accueillir en présence d'Ève Grandin et Clotilde Bellamy, auteurs de la collection Shine Bright. Vous avez été très nombreux à participer au premier webinaire et je vous en remercie. J'espère que celui-ci vous intéressera tout autant, mais j'en doute pas tellement parce que le thème est passionnant. On a prévu environ 25 minutes de présentation et 10 minutes de temps d'échange. Vous pouvez nous adresser vos questions via l'onglet dédié dans l'interface à votre disposition et je les poserai à nos intervenantes à la suite de leur présentation. On essaiera d'en traiter un maximum et pour celles que nous n'aurons pas eu le temps de traiter, on vous répondra par mail suite au webinaire. Si vous avez des problèmes techniques, ce qui peut arriver de son, notamment, n'hésitez pas à nous le dire via l'onglet questions de l'interface également et mes collègues qui sont en backup vous répondront pendant la présentation. Dernier point, oui, si vous êtes connecté en audio uniquement, sachez qu'une présentation est déroulée à l'écran, mais si vous n'avez pas d'autres moyens de vous connecter, vous recevrez dès demain par email le replay en vidéo et donc vous pourrez avoir accès à la présentation. Voilà, bah écoutez, après cette courte introduction, je vais laisser la parole à Ève et Clotilde et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Eh bien, bonjour à Merci. tous. Donc, moi, je me présente, donc, je Bonjour. m'appelle Ève Grandin et j'enseigne en lycée, dans un lycée de centre-ville au Mans. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clotilde Bellamy, je suis auteure dans la collection Shine Bright et j'enseigne dans un lycée du 92 à Châtenay-Malabry. On va lancer cette présentation. Donc, pour ceux qui ont l'accès sur le vidéo, la présentation est intitulée « Comment travailler la compréhension orale avec ses élèves ». Le point de départ pour nous, il se situe au moment du choix du document et de se poser la question comment est-ce qu'on a la compréhension orale. Le choix du document, il est fait pour être situé au sein du vacances. Ça veut dire que vous vous interrogez sur plusieurs choses sur le choix de ce document. Quel est l'objectif de la compréhension orale que vous allez mener? Quelles sont les compétences en jeu dans la tâche finale? L'apprentissage à un moment opportun pour vous et pour la progression de vos élèves. Donc voilà, ça c'est la question de l'objectif qui apparaît à l'instant. Et puis il y a un autre élément qui sera important, c'est une fois que ce travail de compréhension est effectué, comment articuler cette étape de compréhension avec ce qu'on attend des élèves en termes de production. C'est-à-dire se poser plus de questions, qu'est-ce qu'on a fait avant l'écoute pour la rendre possible, en termes de compétences langagières, en termes de contenu culturel, qu'est-ce qu'on a fait pour la rendre pertinente, et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire après, qu'est-ce qu'on va demander aux élèves de faire, et comment on va amener tout ça. Alors, du coup, on va commencer par voir avec vous les questions qu'on peut se poser quant à l'identification de l'objectif. On va imaginer que la première question qu'on doit se poser quand on choisit un document, c'est la question du pourquoi on l'a choisi. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves en retiennent et qu'est-ce qui nous semble pertinent dans le document qui a été choisi. Alors, pour ça, on va pouvoir identifier plusieurs exemples. Je ne sais pas si... Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je voudrais vous proposer 3 exemples correspondant à 3 types d'objectifs différents. Donc, le premier exemple qu'on peut se donner, c'est ce document qui est extrait de Shine Bright Second, du premier chapitre sur Harlem, avec lequel on peut se donner un objectif lexical. L'idée, c'est de se dire, même si on a ici une tâche finale qui est une tâche finale écrite, la compréhension orale a du sens parce que dans notre document de compréhension orale, au-delà du contenu culturel qui est forcément pertinent et je ne l'ai même pas dit, qui est essentiel, on va mettre l'accent sur le lexique de ce document pour en retenir et en dégager des éléments qui seront pertinents et que les élèves vont pouvoir réutiliser dans leur tâche finale. Ici, il va s'agir... On leur demande, vous le voyez apparaître à l'écran, d'écrire un poème. Pour écrire un poème, il faut du lexique, il faut des rimes. Et au travers de ce document, on trouve des champs lexicaux autour de la ville, mais aussi le champ lexical de l'art, des formes d'art, qu'on va pouvoir réutiliser dans la tâche finale. Voilà. Un autre exemple, issu du manuel de première, dans un tout autre domaine. Ici, on a un document qui est issu de la séquence Politically Private, et c'est un document qu'on pourrait qualifier de document modélisant.
Dans cette séquence, l'objectif en tâche finale est de faire réaliser un débat aux élèves. Ce document, vous voyez apparaître le terme de document modélisant, ça veut dire qu'il a un objectif avant tout méthodologique ici. L'objectif, alors ça ne veut pas dire qu'on fait fi du lexique. Le lexique, il est présent, il a été travaillé par ailleurs dans la séquence. Et là, ce qui nous intéresse, c'est surtout son aspect communicationnel pour entraîner les élèves à l'interaction, leur donner un modèle de ce qu'on entend d'eux dans la tâche finale. Autre exemple, dans encore un autre domaine, ce document issu de Shine Bright Terminal, dans le chapitre Food for Thought, alors c'est un document du type reportage, mais au sein de ce reportage, on entend différents types de questions, des questions qui ont des valeurs rhétoriques, des questions de type question tag, et dans ce chapitre qui débouche sur une tâche finale de type interaction, interview, la construction des questions, elle est essentielle. Et ce qui me semble pertinent ici, c'est à la fois les questions sous leur angle grammatical, savoir construire une question. Et on sait tous très bien que les questions, c'est quelque chose qui bloque un peu nos élèves. On a beau le travailler plein de fois depuis la 6e, même en terminale, c'est des choses qu'on peut refaire et qui sont pertinentes à retravailler. Mais pour aller plus loin que ce qu'on en fait en 6e, justement, ce qui est intéressant ici, c'est d'articuler la dimension grammaticale et la dimension pragmatique. Pourquoi poser des questions et en quoi elles sont pertinentes dans l'interaction, à la fois pour la personne qui est en position d'interviewer et à la fois pour la personne qui est en position d'intervieweur, pour faire vivre la discussion. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, 3 exemples, mais on pourrait décliner à l'infini avec un document qui aurait un objectif plutôt phonologique, un document qui aurait un objectif voilà, sur l'accentuation, sur la prononciation, voilà, pour cet aspect. Puis on peut passer à la suite. Alors, une fois que vous vous êtes posé avec Eve la question du pourquoi choisir votre document, il faut se poser la question du comment l'exploiter. Et là, la seule limite, c'est votre créativité. Mais il y a plusieurs questions qu'il faut se poser pour justement éviter le côté répétitif de un document, 3 écoutes et une mise en commun. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut passer outre ce côté un peu systématique de l'exercice? Deuxième question, pour ceux qui sont nombreux à avoir des classes nombreuses et surchargées, comment est-ce qu'on fait pour impliquer tous les élèves? On ne peut pas être derrière le dos de tout le monde. Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde va avoir un exercice à faire? Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde aura quelque chose à faire à son niveau? Mettre en place une différenciation pédagogique. Il se pose aussi la question de comment est-ce qu'on va guider l'écoute? Est-ce qu'on veut donner des consignes? Un petit peu de consignes? Pas du tout. Et enfin, pour la partie retour vers le professeur, comment on appréhende la question de la mise en commun pour que ce soit pas tout le temps quelque chose de descendant. Et ensuite, comment est-ce qu'on lie ça à la mise en production, que ce soit pour une tâche intermédiaire, que l'on vise derrière la mise en action dans le but d'une tâche finale, si c'est un objectif pragmatique. Alors, la première chose à garder à l'esprit, qui est un élément qu'on peut parfois sous-estimer, c'est la question de l'anticipation. Il y a toujours un plaisir à la découverte du document qui peut être un point d'appui pour l'enseignant qui prépare sa compréhension orale. Vous avez plusieurs possibilités, là encore, la créativité est le maître mot. On vous donne quelques exemples possibles. Vous pouvez fournir du lexique. Les pages Shine Bright, quand elles vous proposent des documents de compréhension orale, vous proposent aussi des boîtes de vocabulaire. Donc, il est possible de partir d'une image. On va fournir l'image, le screenshot qui a été choisi pour la collection et y associer les mots de vocabulaire qui ont été donnés en posant des questions aux élèves pour les faire réagir avant même qu'ils n'aient vu la vidéo. Là, on vous propose un exemple du Shine Bright Terminal sur le chapitre de la thématique fiction et réalité Latino Stories. Il s'agit d'un document qui présente une interview sur les clichés que peuvent avoir certaines Américains, Américaines sur les populations latino aux États-Unis. Le choix un peu provocateur de montrer un food truck et des mots dans la boîte Word comme cliché, misrepresentation, permet de susciter déjà une réflexion de la part des élèves qui vont après avoir un intérêt à regarder cette vidéo en dehors du fait que vous leur demandez de faire cet exercice
Donc, ça lance déjà la réflexion avant même qu'il soit à l'étape de la compréhension. On peut penser également à un autre mode de fonctionnement avec un deuxième exemple qui va aussi avoir pour but de susciter la curiosité si on pense à des documents comme celui-ci qui sont des documents un petit peu ludiques. On est sur un exemple du Shine Bright second sur le chapitre Preserving Kenya. Il s'agit d'un document qui fait un reportage sur la compagnie Oceanso au Kenya qui collecte les tongs et qui va ensuite en faire des objets d'art, des petites sculptures. On peut ici s'appuyer sur l'effet de surprise qui est un petit peu amusant dans ce document en proposant aux élèves un travail d'expression orale en anticipation. Pour un cas très pratique, vous avez ici les deux images que j'ai choisi d'utiliser dans ma classe. J'ai réparti les élèves en pair work. J'ai donné une image numéro A à un élève, une image numéro B à un deuxième élève et je leur ai dit, vous avez quelques instants pour observer en secret votre image et puis vous avez 3 phrases chacun pour décrire cet objet à votre binôme sans lui dire ce que c'est. Donc l'élève est déjà en écoute active et ensuite vous avez quelques secondes seulement pour imaginer le point commun entre ces deux documents. Et là, il y a une part déjà de recherche des mots de vocabulaire que les élèves vont trouver en confirmation lors de l'écoute du document. Et il y a un aspect de jeu et de curiosité qui est mis en avant, qui permet vraiment de s'appuyer non seulement sur l'autonomie, mais aussi sur l'intérêt de l'élève pour l'exercice qu'on va finalement lui demander. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Ok, très bien. Je vais reprendre la main pour développer cet exemple-là. Donc, on a dit qu'on se posait des questions de mise en œuvre. Clotilde vous a exposé la question de l'anticipation. Un autre aspect qui nous semble pertinent, c'est celui des écoutes. C'est vrai qu'on l'a dit, la compréhension orale particulièrement, c'est, si on n'y prête pas attention, une activité langagière qui se prête à un travail qui peut être très répétitif, très systématique et déboucher sur des activités qui sont un peu finalement rébarbatives pour les élèves parce qu'on a l'impression qu'on fait toujours la même chose. Un des leviers pour pallier à ce problème, c'est d'avoir une approche qui soit motivante, qui soit progressive et qui permette d'aider les élèves à construire le sens progressivement. Pour ça, ce qu'on vous propose au travers de cet exemple, c'est de se dire, plutôt que d'avoir une démarche systématique qui consisterait à dire l'ACO, c'est comme ça, on écoute 3 fois le document et après on met en commun, pourquoi pas associer différentes écoutes à différents repérages, ce qui a l'avantage à la fois d'être progressif et aussi de permettre des mises en commun intermédiaires, de telle sorte que les élèves qui sont moins autonomes, plus en difficulté dans cette activité langagière-là en particulier, ils puissent avoir des éléments auxquels s'accrocher, parce qu'un élève en difficulté qui comprend rien, s'il écoute 3 fois le document, probablement il n'aura pas plus compris au bout de la 3e fois. Donc la question, c'est comment faire pour aider les élèves à construire le sens progressivement. Pour cela, je voudrais proposer cet exemple à partir d'une vidéo issue du manuel de seconde et du chapitre Go Kiwis. La démarche, elle est la suivante. Dans un premier temps, on va demander aux élèves simplement d'identifier le thème et l'événement. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. On peut avoir tendance, et je pense que c'est une erreur, mais une erreur que j'ai faite, à vouloir trop bien faire et se précipiter dans l'idée que c'est de l'ACO, on veut prendre des notes, on veut que nos élèves prennent des notes. Et en fait, oublier que l'ACO, c'est aussi le plaisir de découvrir un document, surtout maintenant qu'on travaille facilement sur de la vidéo. Découvrir le document, c'est une première étape qui est importante et qui fait partie du plaisir et du coup qui est un élément de motivation. Donc première écoute, on découvre le thème, on identifie l'événement, de quoi il s'agit. Et c'est aussi une écoute dans laquelle on profite du document, on n'est pas tête baissée sur son cahier à écrire, mais en même temps c'est déjà une écoute active parce qu'on donne aux élèves une première tâche de compréhension. Suite à cette tâche, on met en commun qui a compris, de quoi ça parle, quel est l'événement, pour identifier et mettre en commun un premier type d'information. Dans un deuxième temps, je vous propose une activité ici qui est centrée sur des repérages autour des chiffres. C'est vrai que les chiffres, c'est souvent quelque chose qui pose problème aux élèves, on s'en rend compte parce qu'ils les entendent. Ils vont avoir entendu 16, ils vont avoir entendu 9 ici ou une date, mais sans forcément être capables de savoir à quoi ça correspond. Sachant que ce document est assez riche en données chiffrées,
je trouvais que c'était intéressant de proposer une étape d'écoute qui se cible sur ces repérages des chiffres. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai proposé à mes élèves les petites étiquettes que vous voyez et en même temps que les élèves écoutent, ils ont les petites étiquettes sur leur table et il faut associer les étiquettes les étiquettes chiffrées aux éléments auxquels ils correspondent. Ça, c'est intéressant parce que les élèves sont en action, ils sont même mobiles pendant l'écoute. En fait, on les voit sur leur bureau avec leurs petites étiquettes. Alors, c'est un petit peu de travail de découpage, hein, on va pas se mentir, mais c'est tout à fait possible et ça rend dynamique le travail de CO qui peut par ailleurs donner l'impression d'être très passif en fait. Plusieurs approches. Là, moi, c'est une activité que j'ai déjà faite à différents moments et avec différents élèves, en début d'année, en fin d'année, dans mon lycée actuel, dans mon ancien lycée, avec des élèves différents. Soit on peut imaginer, tel que je l'ai fait cette année, par exemple, les élèves sont en îlot et je donne une série d'étiquettes pour l'îlot et les élèves collaborent à associer les éléments. Soit on peut imaginer que ce soit un travail individuel. On peut aussi imaginer de donner à cette activité une démarche de différenciation, c'est-à-dire que certains élèves auront les éléments de la colonne de gauche et les éléments de la colonne de droite, mais face à une classe plus autonome avec des élèves de meilleur niveau, on peut imaginer de donner à certains élèves uniquement la colonne de droite ou uniquement la colonne de gauche, finalement l'une ou l'autre, et que ce soit à eux d'aller en autonomie chercher dans le document au travers de leur écoute les éléments qui permettent de dire quel chiffre correspond à quoi. Donc vous voyez, sur une modalité d'activité, finalement, on peut le décliner de plusieurs manières. Donc là, c'est notre deuxième écoute. Elle permet des repérages. On est bien d'accord que ça ne débouche pas sur un travail de mémorisation. L'objectif ici n'est pas que les élèves mémorisent ces données. Finalement, elles sont d'assez peu d'importance. C'est qu'ils aient des ordres de grandeur et c'est surtout de les aider à défricher le sens global du document. Ça permet ensuite de passer à la suite qui va donner lieu à une troisième écoute pour laquelle on peut tout à fait s'appuyer sur les questions du manuel telles qu'elles sont proposées, dans l'ordre dans lequel elles sont. Mais ce travail tel qu'il est proposé dans le manuel sera d'autant plus facile que le travail de défrichage global du sens a été mené en amont. Une dernière petite chose, vous voyez ici la question D, qui est une question de type React. Would you call it a sport? Why not? Cette question ici ne donne pas lieu à une trace écrite. C'est une question qui peut se faire, qui a vocation à être faite sous forme d'interaction en pair work. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de se dire qu'on a finalement une seule activité, un seul document. Et au travers de ce document, on va avoir plusieurs modalités de travail qui vont se mettre en place. Le travail avec les étiquettes, ça peut être un travail coopératif à 3, 4 élèves. On peut avoir ensuite un travail individuel de repérage sur les questions ABC, puis un travail en pair work dans la question React. Et donc, avec un même document, on va envisager plusieurs façons de travailler et puis aussi une partie orale dans la catégorie, dans la question React. Voilà, ce qui permet de faire le lien avec ce que Clotilde va vous présenter par la suite. Alors, on vous propose un deuxième exemple sur cette idée qu'on peut avoir une écoute, une activité ou tout simplement une écoute, un objectif. Je reprends l'exemple de cette vidéo Ocean Soul dans le chapitre Preserving Kenya du Shine Bright Second. Là, ma première écoute, vous vous en doutez, elle consiste surtout à confirmer les hypothèses que les élèves auraient fait sur cet exercice d'anticipation que je leur ai demandé. Je peux faire le choix, soit simplement de leur montrer une première écoute sur le document complet, parce que j'estime que ce jour-là, à cet horaire-là de cours, dans ce format-là de classe, ils auront la concentration pour infirmer ou confirmer leurs hypothèses et répondre à la première question. Ou je peux choisir de segmenter l'écoute du document sur les 20 premières secondes qui confirment l'hypothèse, puis les mettre en activité sur le repérage général du sujet de la vidéo, qui revient à la première étape de la compréhension orale que Eve vous a proposée dans l'exemple précédent. Ma deuxième écoute, elle est basée sur l'inspiration de la deuxième question qui apparaît dans le manuel. Elle est un objectif lexical cette fois pour repérer les différentes étapes du processus de création des sculptures une fois que les tongs ont été collectés. Et donc là, soit je veux venir aider mes élèves qui ont un peu plus de difficultés, je leur propose le document qui apparaît à l'instant. Donc ils ont les noms déjà des étapes qu'ils vont entendre, ils n'ont plus qu'à les remettre dans l'ordre du processus de création.
soit je demande simplement aux élèves, j'écris la question, je leur demande de repérer les verbes et de les remettre dans l'ordre. Ça permet une différenciation qui ne soit pas très complexe à mettre en place. Ou dernière option, je laisse les élèves choisir de recourir à l'aide ou pas. C'est-à-dire que je peux poser ce document sur un coin de la table et je leur dis, essayez de répondre à la question. Si vous sentez que ça devient difficile pour vous, que vous n'avez que des réponses partielles, vous pouvez retourner le document pour avoir de l'aide. Et là, en général, les élèves ont cet aspect de challenge qui fait qu'ils ont envie d'essayer un peu tout seuls, ou si ce jour-là, ils se sentent fatigués parce que c'est la fin de journée ou que ce document leur paraît plus compliqué, que c'est un accent qu'ils ne connaissent pas, peu importe, ils peuvent faire eux-mêmes le choix de recourir à cette forme d'aide et qui pour autant ne les laisse pas laisser tomber alors qu'ils avaient peut-être compris une partie de la réponse, mais pas assez pour la question telle qu'elle était formulée. Enfin, j'arrive à ma troisième écoute. Et cette fois-ci, elle a plus un objectif culturel en vue de la préparation de la tâche finale. C'est une question plus réflexive qui invite à envisager comment ce type d'initiative permet de combiner intérêts économiques et intérêts environnementaux, qui est le sujet culturel principal du chapitre, puisqu'on est dans la thématique sauver l'environnement, les futurs possibles. Donc, vous voyez, là, on fonctionne de manière graduelle, où chacun peut aller à son niveau de difficulté entre confirmer et infirmer les hypothèses, repérer le sujet principal, puis l'objectif lexical qui va faire qu'ils vont aussi mémoriser plus facilement, puisque c'est le vocabulaire que je leur demanderai d'apprendre pour la fois d'après. Et ensuite, on lance une étape de réflexion avant de passer à une correction plus générale avec des élèves qui vont être plus motivés aussi pour participer parce que plus accompagnés dans la réalisation de l'exercice. Ok, alors du coup, moi je vais reprendre la parole pour vous présenter un autre aspect. C'est vrai qu'on l'a dit, un des objectifs, Clotilde en parlait tout à l'heure, on a souvent des classes très nombreuses, on veut faire participer tous nos élèves, les impliquer à la hauteur de ce qu'on estime qu'ils sont capables de faire. Donc je voudrais vous présenter une possibilité qui est alliée aussi avec la question du rythme de la séance. C'est vrai que quelque chose de systématique qui relèverait de l'anticipation, 3 écoutes, correction, ça peut paraître relativement long. Donc, on cherche à dynamiser la mise en œuvre. Pour cela, je vous propose un exemple à partir d'une vidéo extraite du manuel de seconde et du chapitre Running for Africa. Alors, l'activité se déroule de cette manière. Je propose aux élèves 4 questions qui apparaissent à l'écran. Vous voyez à gauche de la slide, vous voyez que dans le manuel, il y a 3 questions qui sont proposées. Moi, c'est vrai que ma classe est organisée. Alors, je dis ma classe, je mens un peu, c'est pas toujours ma classe, mais j'essaye de faire en sorte qu'au maximum ce soit comme ça. Je mets les élèves en îlot de 4, donc ça m'arrange souvent de fonctionner avec 4 questions. Donc ici, j'ai proposé une question supplémentaire par rapport au manuel. Ma 4e question peut aussi être une question de synthèse, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir autant de questions que j'ai d'élèves par groupe. Et plutôt que de se dire que chaque élève fait toutes les questions qui sont dans le manuel, on répartit les objectifs. Ça permet aussi d'aller plus vite, d'être plus efficace. Deuxième avantage que j'y vois, une forme de différenciation. Ça permet de dire certains élèves vont avoir des questions plus ambitieuses, certains élèves moins autonomes vont avoir des questions de repérage, mais ces questions de repérage, elles sont valorisantes pour ces élèves parce qu'ils vont être face à une tâche qu'ils sont capables de réaliser. Autre avantage que j'y vois, c'est la question de la mise en commun. C'est vrai que c'est souvent difficile quand on commence, je trouve, la mise en commun d'une CO. On a tendance à laisser les élèves prendre des notes, moi j'ai beaucoup fait, hein. Et puis après leur demander ce qu'ils ont compris, puis on écrit au tableau plein de choses, et puis après on ne sait pas toujours quoi faire de toutes les informations qu'on a recueillies. Je trouve que l'avantage de cette mise en œuvre, c'est que la mise en commun, elle peut se faire en 2 temps, elle peut se faire déjà entre les élèves. L'élève qui avait la question 1 va dire, bah voilà, moi j'ai travaillé là-dessus, voilà ma question, voilà la réponse que je propose, puis l'élève 2, puis l'élève 3, puis l'élève 4, à l'intérieur même de leur groupe. Bien sûr, on n'en reste pas là, mais déjà quand on a fait ça, tous les élèves ont fait de la compréhension orale et une partie d'expression orale pour partager à leurs camarades ce qu'ils ont compris. Mais ça ne nous dispense pas d'une mise en commun globale qui est valeur de correction. Mais moi, quand je le fais, ce qui m'intéresse, c'est que au lieu que ce soit, je pense qu'on a tous ce problème, systématiquement les mêmes élèves qui lèvent la main et les meilleurs qui soient tentés de répondre d'entrée de jeu aux questions les plus faciles, moi, quand je vais répondre à la question 1,
je vais aller chercher les élèves de chaque îlot qui étaient responsables de cette question 1. Les autres n'ont pas le droit à la parole pour le moment. Puis ensuite, les élèves qui étaient responsables de la question 2, et ainsi de suite. Et ça permet quand même d'essayer de s'assurer qu'on entend un maximum d'élèves pour cette activité, en sachant que de toute façon, ils ont déjà tous pris la parole pour mettre en commun avec leurs camarades. Voilà. Après, moi, je pense qu'on peut peut-être avancer là, mais ça pose plein de questions aussi sur comment on distribue les papiers, qui a la question 1, qui a la question 2. Et je pourrais vous proposer plusieurs choses à ce propos, peut-être tout à l'heure dans les questions. Mais en tout cas, voilà l'idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre dans plusieurs documents. Dès lors qu'on a plusieurs questions, on peut garder facilement cette idée de répartir les questions entre nos différents élèves. Voilà, Clotilde, je te redonne la parole. Alors, la question que pose Eve, elle est évidemment très intéressante, c'est comment on s'assure que le maximum de gens participent. Ça peut arriver d'avoir des élèves qui se cachent derrière l'écoute du document et qui après tentent de disparaître. Un moyen qu'on vous propose pour s'assurer que chacun se met en activité, c'est sur certaines doubles pages de chapitres, un choix à faire entre deux documents de compréhension orale traités avec les mêmes questions. Vous avez un exemple ici qui vient du chapitre Caribbean Vibes dans le Shine Bright première. Donc, il y a plusieurs cas de figure possibles. Vous avez ici le cas de figure, vous avez deux documents en compréhension orale. La possibilité est de laisser à l'élève le choix de ce document. Ça, c'est votre choix pédagogique, ou alors de l'imposer à l'élève pour faire de la différenciation pédagogique en fonction du niveau que vous avez repéré sur ces différents documents. Il est possible après de ne pas s'appuyer uniquement sur les questions telles qu'elles sont données là, mais de les reformuler au tableau en précisant bien aux élèves qu'ils ont les mêmes questions à traiter, mais juste sur un document différent. Ici, il s'agit de l'influence musicale vers et depuis les Caraïbes. Donc, on peut leur laisser le choix en fonction de est-ce qu'ils préfèrent la danse, est-ce qu'ils préfèrent la musique, est-ce qu'ils préfèrent le reggae, est-ce qu'ils préfèrent la musique caribéenne. C'est vraiment selon le choix que les élèves voudront faire. Et ce qui est possible aussi, en accompagnement de ces documents, si vous estimez qu'ils ont un niveau équivalent, c'est de rajouter un complément de texte. Alors là, l'exemple qui apparaîtra, c'est un ajout personnel. Il m'a semblé que mes élèves à moi, l'année où je l'ai fait, sur le créneau horaire où je l'ai fait, c'était un petit peu trop ambitieux pour eux. Donc, j'y ai ajouté, dans le cas de la compréhension orale Moko Jambi, un petit texte qui était dit à l'oral, parce qu'avec la musique forte sur le document, c'était parfois moins accessible. Et sur le cas du deuxième, j'ai transformé cette compréhension orale en une compréhension écrite avec un article sur la même thématique. Et là, ça laisse le choix à l'élève non plus seulement de la thématique, mais aussi des compétences pédagogiques des compétences linguistiques qu'il a envie de travailler à ce moment-là. Et donc, vous avez cette option de laisser les élèves choisir soit aujourd'hui, je veux travailler ma compréhension orale, aujourd'hui, je travaille ma compréhension écrite. Mais vous avez aussi la possibilité stratégique non négligeable de pallier à l'absence de téléphone d'un élève qui ne pourrait pas écouter son document sur son application Nathan Live, ou simplement le jour où votre établissement n'a plus de réseau Internet, et dans ce cas-là, vous devez passer par la compréhension orale sur Nathan Live et non pas sur un visionnage en classe entière, simplement un élève qui n'a pas de Wi-Fi, qui ne peut pas faire de partage de connexion. Vous avez donc cette possibilité de les laisser choisir, qui met en place de fait non seulement une différenciation pédagogique, mais aussi un enjeu plus important accordé à l'autonomie des élèves. On leur propose de se rendre responsable de ce choix de document en leur disant à l'avance, vous avez les mêmes questions, vous devez donc répondre chacun à vos questions, mais ce qu'on veut derrière, c'est l'articuler à une étape de production. Donc, on va leur demander leur moment de recherche en autonomie dans leur coin, ce qui nous permet à nous de circuler pour s'assurer que tout le monde s'en sort bien. Et on les prévient après, attention, vous devrez présenter votre document à votre binôme. Et ensuite, lui vous présentera son document et ce sera à vous de prendre des notes, puisque les questions sont déjà connues. Il s'agit juste d'un autre style musical, puisque les questions sont connues. Un autre exemple qui est aussi tiré du Shine Bright première, cette fois dans le premier chapitre Biopics in Hollywood. Là, il ne s'agit plus tellement seulement d'une différenciation par niveau,
Il s'agit aussi d'une différenciation par goût, puisqu'on demande aux élèves de travailler sur 2 biopics musicaux, soit un sur Nina Simone, soit un sur Tupac. Donc là, c'est vraiment le goût des élèves qui peut s'exprimer. Et on a la possibilité, comme ça apparaît en ce moment, ce que moi j'ai fait au tableau, c'est d'indiquer aux élèves non seulement le sujet différent du document, mais aussi le niveau de langue ou la durée du document, s'ils veulent choisir le document sur lequel ils vont travailler sur des critères différents. Dans ce cadre-là, avec des élèves d'un assez bon niveau, je leur ai laissé le choix du document, je leur ai laissé aussi le choix du pair work, en s'assurant qu'ils travailleraient de manière autonome mais sérieuse. Et je les ai prévenus, vous avez donc ce choix à faire sur les mêmes questions, vous prenez vos notes, ensuite vous allez vous raconter ce que vous avez entendu dans le document, vous prenez des notes sur le document de votre voisin, et à la fin de l'heure, vous aurez un quiz. Ce quiz, je le crée sur les 2 documents à la fois, histoire de ne pas pénaliser un élève dont le partenaire n'aurait peut-être pas très bien compris ce document. Et je m'appuie pour cela sur les questions du workbook de la collection Shine Bright. J'ai choisi un quiz sous forme de QCM qui permet aussi à l'élève par le bon sens d'essayer de deviner certaines réponses si jamais il, elle ou son partenaire ne l'a pas trouvé dans l'étape du travail. Et je leur dis à la fin de ce travail, on aura une correction. Et en fait, cette correction du quiz nous sert de trace écrite. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre au tableau toutes les données d'un document, toutes les données de l'autre document. Cette correction de quiz peut simplement nous servir de trace écrite et faire émerger déjà suffisamment de vocabulaire et d'éléments culturels qui étaient mes 2 objectifs sur ce travail de compréhension orale. Ce que vous avez sous les yeux, voilà, c'est le quiz fondé en 2, merci, en 2 parties sur ces 2 documents différents. Le but, attention, c'est pas de l'évaluer, je l'ai pas annoncé comme une évaluation aux élèves, ce serait un petit peu difficile de les évaluer sur une compréhension qui n'est pas uniquement la leur, mais bien plutôt de tester leur progression. Ils vont voir à quel point ils ont bien réussi, moins bien réussi. Et le but est aussi de se faire accompagner de son binôme pour mettre en place une coopération. Alors du coup, puisque Clotilde a présenté cet exemple avec un exemple de quiz qui a une valeur d'évaluation, mais pas au sens de notation et qui est assez informel, moi je vais vous présenter pour conclure une réflexion sur l'évaluation, parce que tout ce dont on a parlé là, relève d'une démarche d'entraînement, mais à un moment on est obligé d'évaluer nos élèves. Et donc je vais vous présenter juste une piste de réflexion au travers d'un document en lien avec la séquence Go Kiwis dont on a déjà parlé préalablement. Alors vous allez voir apparaître le support que moi je donne aux élèves. Voilà. Moi, j'aime bien guider mes élèves vraiment sur de la compréhension orale évaluée en seconde. Je trouve que simplement leur faire écouter 3 fois le document et puis on prend des notes, on fait un compte rendu, pour des élèves de seconde, c'est des fois relativement inconfortable, c'est stressant. Donc, j'aime bien guider cette évaluation. Pour ça, je leur propose toujours un élément d'anticipation qui est ici l'image, à partir duquel, si vous voyez, je leur propose d'imaginer bien sûr de quoi ça va parler, mais aussi d'imaginer le vocabulaire qu'on va trouver. Donc, je leur dis, bah, allez-y, vous avez vu cette image, essayez d'imaginer, de penser à 10 mots que vous allez trouver dans le document. Et ça leur permet de se projeter dans l'écoute et de commencer à appréhender le document. Vous voyez sur mon document que les questions ensuite qui sont ici, et j'ai repris les questions du manuel, hein, vous le voyez en mettant en parallèle les 2 images. Simplement, dans le manuel, elles sont en anglais. Moi, pour de l'évaluation notée, je fais le choix de passer par le français pour la compréhension orale. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent, la question de la langue. Je crois qu'il va de soi que en phase d'entraînement, la question ne se pose pas vraiment. C'est évident que l'anglais doit être la langue adoptée. Mais en évaluation, là, avec cette classe, il me semblait plus pertinent de passer par le français. J'indique le niveau du cadre parce que je trouve que c'est un repère pour les élèves et un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et je leur laisse à droite une colonne pour prendre des notes. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question de la prise de notes, elle est importante aussi dans la phase d'entraînement. Et donc là, l'idée, c'est que les élèves puissent faire un va-et-vient entre les notes qu'ils prennent au fur et à mesure des écoutes. Certains élèves, au fur et à mesure, je leur laisse toujours un petit peu de temps entre 2 écoutes, certains commencent à remplir les questions.
Certains attendent d'avoir écouté 3 fois le document, d'avoir complété leurs notes pour pouvoir remplir après répondre aux questions. Mais je trouve que c'est important que l'un soit en regard de l'autre parce que ça leur permet aussi, quand ils prennent leurs notes, de se dire « Ah bah, zut, il y a cette question, j'ai pas d'élément de réponse pour le moment, il faut que j'y sois attentif lors de la prochaine écoute. » Voilà, ça c'est une possibilité. Il m'arrive aussi en seconde, je l'ai fait pas plus tard qu'hier pour tout vous dire, de faire une évaluation dans laquelle les élèves aboutissent à un compte rendu. C'est aussi une possibilité qu'on connaît, mais là, je voulais vous parler de cette possibilité-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, on sera ravis d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup à toutes les deux. J'espère que vous avez pu suivre le webinaire. Il y a eu quelques soucis de connexion à plusieurs moments, mais j'espère que vous avez pu entendre la majorité des interventions d'Ève et Clotilde. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser via l'onglet dédié. Du coup, moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Ève, sur le fameux compte-rendu. Oui. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent sur la langue qui est la langue attendue dans ce compte-rendu et l'aspect de longueur en fait de cet élément. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui se pose et moi, c'est quelque chose auquel j'essaye de sensibiliser mes élèves et je leur dis souvent sous forme un peu humoristique, puis pour dédramatiser, je leur dis que c'est pas payé au poids et que le but n'est pas forcément de faire très long. Il y a des élèves qui ont l'impression qu'il faut raconter, délayer, voilà, mais d'être efficace et on essaye de mettre l'accent sur la construction du compte-rendu, la façon dont ils organisent les idées. Et voilà, je trouve que c'est des choses qui se travaillent progressivement. Premièrement, progressivement, ça veut dire entre la seconde et la terminale, mais ça veut aussi dire au sein d'une même année. Moi, j'ai pas les mêmes exigences avec mes élèves de ce point de vue-là, selon qu'on est en début d'année ou en fin d'année. Et c'est vrai que là, l'exemple que je vous montrais, c'est un exemple d'une CO que j'ai faite plutôt en début d'année, donc je préfère m'en remettre à des questions. Là, j'ai fait une CO, je disais hier, et là, j'adopte une démarche plus qui relève du compte-rendu, parce que je considère que les élèves sont plus autonomes pour être capables de le construire. Mais je trouve que quantifier exactement le nombre de mots, ça me semble être une fausse bonne idée, en fait, parce qu'il y a des élèves qui vont paniquer parce qu'ils vont avoir pas assez de mots, alors qu'en fait, de manière très synthétique, ils arrivent à dire des choses très pertinentes qui montrent qu'ils ont compris l'essentiel du document. D'autres, au contraire, qui viennent nous dire, moi j'ai déjà entendu ça, « Ah mais madame, je comprends pas, j'ai pas une bonne note alors que j'ai beaucoup écrit. » Bah oui, mais c'est pas ça qu'on attend. Donc, ouais. Je sais pas si j'irai sur ce terrain-là. Mais je pense qu'il faut aussi, pardon Marie, je pense qu'il faut aussi amener les élèves à se rendre compte que des fois, ils comprennent des choses qui leur paraissent très simples, trop simples pour que ce soit une question intéressante qu'on leur pose, qui en fait est la base du document. Et si on n'a pas cette base, pour nous, on n'est pas sûr que l'élève l'ait compris puisqu'il n'a pas dit la chose évidente. Et c'est difficile de construire par-dessus. Donc, je pense qu'il peut être vraiment important parfois de donner du guidage aussi pour que les élèves réalisent les attentes qu'on a vis-à-vis de leur production. Merci beaucoup. Alors, je reviens à nouveau là sur l'évaluation. L'évaluation GoKiwis. Alors, je vous lis la question telle qu'elle est. Est-on d'accord que, vu la façon dont les questions sont posées, avec des questions niveau B1+, cette évaluation est faite en fin d'année de seconde et non pas en début d'année? Alors, pour être très honnête, moi, elle est faite à tiers d'année. Alors, c'est ni complètement le début, ni complètement la fin. Mais on peut aussi adapter, je trouve, les exigences au public qu'on a en face de nous. C'est à remettre dans le parcours de l'année, à remettre en lien avec ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait après. Le document n'est pas si difficile qu'il ne puisse pas être fait relativement tôt dans l'année, malgré tout. Mais voilà, après, on adapte. Pour vous donner un exemple qui peut-être répondra à votre question, je vous disais que j'avais fait une CO, là, pas plus tard qu'hier, et en fait, je me suis rendu compte que c'est une CO issue du chapitre sur les séries, un chapitre que je fais cette année en fin d'année. L'année dernière, je l'ai fait relativement en début d'année. Et en fait, j'ai adapté ma grille d'évaluation et elle n'est pas la même parce que là, cette année, j'avais des exigences, des éléments dont je considérais que l'année dernière, c'était du bonus à ce stade de l'année et que je n'attendais pas de mes élèves qu'ils y répondent. Cette année,
en fin d'année, dernière évaluation, je considère que ça fait partie des choses que je peux attendre d'eux. Donc, c'est sûr que notre évaluation, elle est à replacer dans le calendrier de notre année et dans la progression qu'on a pu avoir. Ouais, ou plus simplement, moi j'avoue avoir fait aussi cette évaluation, enfin je fais ce chapitre Go Kiwis en général janvier, février, parce que je sens que c'est le moment où les élèves ont besoin d'un sujet un peu motivant et que je trouve que ce chapitre il marche toujours très bien à ce moment-là de l'année. Et donc effectivement, cette évaluation, elle n'a pas été incroyablement bien réussie par mes élèves cette année. Simplement, si je n'adapte pas les questions, j'adapte, comme dit Eve, la grille d'évaluation. Parce que je pense que la tâche finale, le sujet sont importants à faire à ce moment-là de l'année, mais si le niveau n'est pas atteint pour réussir complètement cette évaluation telle qu'elle a été pensée et publiée dans le manuel, je peux adapter ma grille d'évaluation simplement sans avoir à décaler tout mon chapitre si je sens que dans la progression, c'est plutôt le bon endroit où la situer. Oui, puis ça dépend à quel moment on l'a fait. C'est vrai que moi, une évaluation de vidéo, arriver de la faire complètement à la fin du chapitre, plus ou moins juste avant ou juste après la tâche finale, mais des fois, elle intervient un peu avant la fin du chapitre. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres comme ça à prendre en compte. Merci à toutes les deux. Alors, j'ai d'autres questions sur la langue, sur la langue du compte-rendu. En français ou bien en anglais, ou au début en français, puis on va vers l'anglais, ou toujours en français. Comment vous procédez, vous? Clotilde, tu vois, si tu veux répondre. La question, je veux bien répondre. ouais, moi je trouve que la question, elle est difficile à envisager maintenant que les premières et les terminales sont en contrôle continu, par exemple. J'avoue que je le fais en fonction de ce que je sens du niveau de ma classe et de leur réussite vis-à-vis du chapitre. Parfois c'est du français, parfois c'est de l'anglais, ça dépend si je veux combiner une CO et derrière une évaluation de compréhension écrite, ou si je veux articuler ce document ensuite avec une expression écrite, je peux partager les langues, mais c'est pas, j'ai vraiment pas de, bon, je sais pas si c'est absolument validé par l'inspection ce que je veux dire, mais j'ai pas de réflexion définie sur c'est forcément du français ou c'est forcément de l'anglais. Oui, mais je trouve que ça va dans le sens de ce qu'on a dit tout au long de la présentation, en fait, sortir un peu d'une approche très systématique qui reviendrait à dire on fait toujours comme ceci, et de même qu'on fait pas toujours de la même manière pour mettre en commun, pour anticiper, pour corriger un document, bah, l'évaluation, moi, ça me semble pas choquant qu'on la fasse pas de la même manière systématiquement. Je suis un peu comme Clotilde. Bah, c'est vrai que je le fais surtout en seconde. Hein. Le compte rendu, je crois que c'est sans hésitation en seconde, je le fais en français, mais en première et en terminale, aller vers l'anglais progressivement, ça peut m'arriver. Voilà, ça dépend de plein de choses, mais ça ne me semble en tout cas pas choquant et pas gênant. Si nos élèves sont prêts à le faire et que voilà, pourquoi pas. Après, moi, c'est vrai que je reste un peu échaudée sur le compte rendu en anglais par une expérience, mais c'est mignon, c'est anecdotique, mais pour moi, c'est représentatif du problème. Quand j'ai commencé, j'ai souvenir d'une vidéo sur le cinéma dans lequel un élève m'avait parlé de serial killer, qu'il avait écrit C-E-R-E-A-L, donc comme des céréales. Et ça n'avait aucun sens. C'est mignon, serial killer. Mais en fait, ça dit beaucoup de choses du fait que l'élève n'a pas compris. Et je pense que l'élève en question, il était persuadé d'avoir compris, alors qu'en passant par le français, je trouve que c'est finalement, ça impose aux élèves d'être plus exigeants et plus honnêtes aussi dans leur propre compréhension, sans simplement répéter ce qu'ils ont entendu. Mais ça se débat. C'est un débat, effectivement. J'ai encore une question sur la langue, Eve. Je veux bien répondre. Et là, qui concerne plutôt la phase d'anticipation. Est-ce que vous faites cette phase d'anticipation, ou Clotilde d'ailleurs, parce que Clotilde, c'est comme vous êtes un écran noir, c'est trop troublant. Donc, la phase d'anticipation, est-ce que vous la faites en anglais seulement ou autorisez-vous le recours au français pour les élèves en difficulté? Clotilde, comme tu as parlé de l'anticipation, toi, je te laisse répondre. Oui, alors selon les phases d'anticipation, si c'est par exemple l'évaluation dont F parlait, la phase d'anticipation à l'écrit, je ne me fais pas d'illusions, je les laisse anticiper en français si jamais ils le veulent, en anglais s'ils le veulent. Vraiment, je leur dis même que je ne regarde pas ça pour qu'ils puissent être le plus à l'aise. L'idée, c'est qu'ils soient en confort avant de commencer l'évaluation.
Si c'est de l'anticipation telle qu'on a parlé là de mise en commun juste avant la découverte du document, je vais préférer qu'un élève lève la main et essaye de me formuler une phrase erronée plutôt qu'un élève qui se taira et qui ne fera pas l'effort. Et évidemment, si la moitié sort en français, la moitié en anglais, je vais plutôt encourager que dire non, si vous me parlez français, vous vous taisez. Mais l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers l'anglais. Je pèse mes mots dans le plus en plus. Oui, je suis d'accord avec Clotilde, mais ça vaut pour toutes les activités et tous les temps de classe, en fait. Mais c'est vrai que dans une logique où la phase d'anticipation, elle prépare l'écoute, on va essayer de favoriser l'anglais parce que en faisant des phrases à propos d'une image, à propos d'éléments déclencheurs qui vont permettre de se projeter dans le document, les élèves vont manipuler le vocabulaire, vont former leur oreille, ça va permettre de réviser la prononciation aussi, ou de faire émerger certains mots dont la prononciation peut être compliquée, de telle sorte qu'ils vont plus facilement la reconnaître dans le document. Donc, dans la mesure du possible et du faisable, donner priorité à l'anglais me semble quand même avoir du sens sur une phase d'anticipation. Après, voilà, ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai des élèves qui sont plutôt bons. Il m'arrive d'avoir un élève qui a envie de prendre la parole et qui a court de mots. On l'aide. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question sur l'exemple que vous avez donné sur la CO en îlot avec une question par membre. Ouais. Donc, je vous lis ça. La CO en îlot avec une question par membre des îlots me tente beaucoup. Cependant, comment s'assurer de l'interaction dans les îlots? Ouais, alors je comprends très bien. Cela relève davantage du wistful thinking que de la vraie vie de classe. Alors, Eve, comment vous faites? Non, je suis persuadée que ça peut marcher. Je ne suis pas d'accord. Je suis persuadée que ça peut marcher, mais ça demande d'être un peu orchestré et d'être guidé. C'est sûr que si on dit allez-y, hop, vous mettez en commun, tel quel, alors après, je vais répondre en deux temps et je vais vous commencer par la fin. À ce stade de l'année, maintenant, je peux le faire parce que mes élèves y ont été habitués. Et c'est une modalité de travail que j'ai mise en place. Mais le 1er septembre, ça ne se fait pas comme ça. On apprend aux élèves à le faire. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je dis aux élèves, voilà, ils sont en îlot de 4, puis on va mettre en commun, allez, tous les élèves 1, vous vous levez. Donc moi, ça me permet déjà d'identifier qui sont mes élèves qui ont travaillé sur la question 1. Puis voilà, vous avez le temps, vous avez X temps, 30 secondes, vous lisez votre question aux autres et puis vous donnez vos éléments de réponse. Selon le document, je dis aux autres, vous prenez des notes, vous essayez de récupérer les informations données par vos camarades. Quand vous avez fini, hop, vous vous asseyez. C'est vrai que c'est un exemple, c'est une habitude que j'ai prise dans un établissement plus difficile en termes de gestion de classe. Le fait de faire se lever les élèves qui ont la parole, c'est un outil de gestion de classe assez puissant pour moi parce que visuellement, ceux qui sont debout, ils ont le droit de parler, ceux qui sont assis, ils n'ont pas le droit de parler. Et puis voilà, au bout d'un moment, tous les élèves 1, vous avez fini, vous vous asseyez. Allez, les élèves 2, à vous. Vous vous levez, vous donnez de connexion. Ouais. Ouais, je ne sais pas du coup si les participants vous ont entendu ou s'il n'y a que moi qui vous ai. Ah je ne sais pas du coup. Ah, moi j'ai bien entendu, si ça vous aide. Ok, voilà. Oui, c'est bon, ils entendent bien. Pardon. Okay. Donc, non, mais il n'y a pas de problème, je continue. Donc, l'élève 2, pareil, à toi, tous les élèves 2, vous vous levez. Il ne s'agit pas tant d'une interaction réelle pour répondre à la question qui a été posée que d'une série de prises de parole en continu. L'élève 1 parle, puis l'élève 2, puis l'élève 3. Mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas un élève qui pose des questions et l'autre qui répond. Chaque élève présente sa question et la réponse qu'il propose de donner. Mais il est certain que c'est plus facile à faire en demi-groupe qu'en classe entière et que aussi, si vous ne l'avez jamais fait, le tentez pas un vendredi à 16h30, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà. Juste pour rebondir sur ce que dit Clotilde, moi, j'ai plus de demi-groupe dans mon lycée actuel, j'ai que des classes entières. Et enfin, je me dois de vous dire aussi que c'est possible. Voilà. Mais c'est le genre de choses, la première fois, c'est un peu impressionnant. Et une fois que c'est rodé, en fait, c'est des modalités de travail auxquelles les élèves s'habituent et ça devient relativement facile. Se lever en classe, la première fois quand je leur dis, vous vous levez, ils me regardent d'un air de dire, mais pourquoi? Est-ce que j'ai bien compris? Je suis pas sûre. Ils se regardent les uns les autres parce que personne n'ose. Puis après, ils le font sans problème. Et en fait, ça s'orchestre progressivement. Mais il y a aussi une possibilité, en fonction des efforts et du temps de préparation qu'on a à y donner, mais
gamifier un peu tout ça. Vous avez, je sais pas, une petite balle en mousse par table et c'est l'élève qui a la balle en mousse qui prend la parole et donc comme ça vous repérez qui est en train de le faire. Ou vous chronométrez chaque passage de groupe et c'est le groupe qui parle le plus longtemps qui a gagné un point de bonus. Hein. Ouais. Et ça marche très bien. Ouais. Et quand on dit aux élèves que le but du jeu, c'est de s'asseoir le dernier et donc d'être le dernier à avoir des choses à dire, d'un coup, ils ont plein de choses à raconter. Et ils vont chercher dans les détails. Le challenge. Mais oui, mais on dit souvent, c'est toujours un problème de l'expression orale. Comment on fait pour gérer l'expression orale? Je peux pas voir tous mes élèves d'un coup. Mais en fait, c'est des petites astuces visuelles qui font qu'on arrive quand même à avoir un œil sur ce qui se passe dans les différents groupes. Et bien sûr qu'on n'entend pas tout le monde individuellement, mais on a quand même une vision assez globale de ce qui se passe dans notre classe. Puis je me dis que le but, c'est pas non plus de corriger instantanément tout ce qui est dit, mais plutôt que déjà, il y a une prise de parole, donc il y a une prise de confiance quelque part. Peut-être les élèves vont se reprendre entre eux, vont se corriger entre eux. Honnêtement, moi, si tous mes élèves sont en activité du début à la fin de ma compréhension orale, j'ai déjà l'impression que c'est ma petite victoire et que le reste sera attrapé par la correction. Pareil, hein, même avec des meilleurs élèves que Clotilde, c'est ça. Je crois qu'il faut, mine de rien, c'est peut-être difficile de le réaliser, mais c'est assez modeste comme objectif ce qu'on se donne. C'est pas du tout complètement disproportionné. C'est des petites choses et voilà, c'est reformuler ce qu'on a entendu dans un document, plus ou moins adroitement, mais c'est aussi une façon de s'approprier le contenu du document progressivement. Et si vous entendez des dernière erreurs, question ce sera l'occasion de corriger. sur cet exemple, et après, malheureusement, on va devoir s'arrêter. J'ai encore pas mal de questions, mais on vous répondra aux autres questions par mail, comme je vous avais dit. Pour finir sur cet exemple, Ève, j'ai une question et vous l'avez évoqué quand vous l'avez présenté, sur au niveau logistique, sur la distribution des questions pour assurer la différenciation. Oui, alors, je comprends que la question se pose. J'ai envie de vous proposer deux façons de faire. La première façon, c'est moi le prof, c'est moi le chef, et c'est moi qui décide qui prend la question 1, qui prend la question 2, qui prend la question 3, qui prend la question 4. Et puis, selon le cas, des fois, je le dis, mais très souvent, je ne dis pas spécialement aux élèves qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres. Voilà, ils ont l'habitude de travailler avec des différents documents. C'est moi qui distribue. Il m'arrive aussi de dire aux élèves, voilà, vous allez avoir 4 questions. J'indique sur le papier, sous forme de petites étoiles, un peu comme l'a fait Clotilde, le niveau de difficulté. Je leur dis, allez-y, vous vous répartissez, à vous de vous mettre d'accord dans le groupe. Qui prend la question plus facile, qui prend la question la question la plus difficile des 4, et je laisse mes élèves autonomes. C'est aussi une façon de les encourager à être honnêtes dans leur appréhension de leur niveau. Et ça marche assez bien. Alors c'est vrai que des fois, je suis surprise. Je vais être honnête là-dessus. Moi, des fois, quand je vois la répartition des questions, je me dis c'est marrant. C'est pas forcément l'élève que j'aurais attendu à la place du numéro 1 qui a pris la question numéro 1. Mais si cet élève, il l'a pris et que ça a été négocié dans le groupe, c'est qu'il est ambitieux, il a envie, il se sent en confiance pour le faire. Et voilà, donc c'est soit ma responsabilité, soit une négociation du groupe. Super, écoutez, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à tous les participants. J'espère que ce webinaire vous a plu. Donc, vous recevrez le lien pour le replay. Je vous ai également mis là sur la dernière slide le replay du précédent rendez-vous Shine Bright qui est déjà disponible lui sur la chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous début juillet pour le premier et dernier de cette année scolaire. Merci Ève, merci Clotilde. Merci à vous et tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.